Alors nous allons maintenant aborder l'étude. Tout d'abord l'article 4, qui s'énonce ainsi. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Nous voyons que cet article est composé de 3 phrases. La première phrase est énoncée en termes de principe. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Cette phrase est claire. Elle est claire dans la mesure où nous comprenons parfaitement son sens et qu'elle ne comporte pas de mots ambigus ni polysémiques. Par contre, elle n'est pas précise, parce que la nuisance à autrui, instituée clairement en tant que borne à la liberté, n'est pas définie. N'est pas définie, tout au moins à ce stade de la Constitution, c'est-à-dire que nous ne savons pas ce qu'est la nuisance à autrui, ni quels sont les éléments factuels qui nous permettraient de déterminer avec certitude si telle action que nous avons l'intention d'entreprendre en tant que citoyen libre constitue ou pas une nuisance à autrui. Donc cette assertion, en forme de principe, n'est pas une assertion principielle, puisque, rappelons-le, un principe est une proposition précise qui fonde un raisonnement permettant de déduire des règles d'interprétation, donc des modes d'action et des mesures concrètes appliquées à tel ou tel domaine particulier. C'est ça un principe. Alors, en réalité, il ne s'agit donc pas de l'énoncé d'un principe, ici, cette première partie de l'article, mais plutôt de l'énoncé d'une simple moitié de principe, qui, si nous en restions là, constituerait en réalité un simili-principe, un faux principe destiné à faire croire au peuple qui, comme le disait déjà Sieyès en 1789, n'a pas assez d'instruction, ni assez de temps à consacrer à la lecture des textes législatifs. Est destiné à lui faire croire que la Constitution pose un principe fort de protection de la liberté. Liberté, notion de liberté qui, ne l'oublions pas, a été définie en tant que droit naturel et imprescriptible de l'homme dans l'article 2 précédent de cette même DDHC. Et notion de principe qui, ne l'oublions pas, est également magnifiée dans le préambule par cette phrase sublime: les représentants du peuple constitués en Assemblée nationale ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, c'est-à-dire procèdent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Au bonheur de tous. Il ne semble donc pas contestable que de ce point de vue, la Constitution pose la notion de principe en tant que fondement du droit public. Et que bien plus, elle considère que l'énoncé d'un principe simple et incontestable, donc clair et précis, est bien le garant du bonheur de tous les citoyens. Relation entre principe et bonheur des citoyens. Rien de moins que ça. Eh bien, nous allons voir qu'en ce premier paragraphe si vertueux de la DDHC, dans son esprit, est régulièrement contredit tout au long des articles de la Constitution, c'est-à-dire en réalité bafoué, et pas plus tard d'ailleurs que dès cet article 4 dont nous sommes en train de parler. Revenons donc à notre première phrase: la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, qui a la couleur d'un principe, le goût d'un principe, mais qui n'est pas un principe, tout au moins à ce stade de lecture de l'article. Et c'est là que notre attention s'éveille
puisque nous attendons, en toute logique, à recevoir un complément d'information dans la deuxième phrase suivante, afin que cette première moitié de principe trouve sa deuxième moitié, et afin que, assemblées toutes deux ensemble, elles finissent par constituer un vrai principe, garant du bonheur de tous les citoyens, comme annoncé en préambule du texte. Dès lors, attisés et mobilisés par cette attente, quelle n'est pas notre déception de lire la phrase qui suit. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Cette phrase particulièrement absconse, que nous avons déjà évoquée dans le cadre de notre préambule méthodologique comme un modèle du genre, est généralement paraphrasée dans le langage commun par l'expression « la liberté de chacun s'arrête là où commence celle du voisin ». Phrase qui n'a naturellement pas plus de sens que la précédente, mais qui présente l'avantage d'être sensiblement plus compréhensible du point de vue de la syntaxe populaire. Or, dans l'esprit du rédacteur législatif, cette phrase est pourtant bien censée compléter la première et de ce fait conférer à l'ensemble une vraie valeur de principe. Mais force nous est de constater qu'il ne s'agit que d'une mystification de plus, puisque le fait de dire que la liberté d'un citoyen donné est limitée par l'exercice de la liberté de tous les autres ne détermine aucune règle d'interprétation composante d'un principe, permettant de passer de cette affirmation à une mesure concrète dans un domaine particulier. Aucune grille de lecture précise. Par la justice, par exemple. Pire, cette affirmation pourrait laisser penser qu'il suffit qu'un citoyen donné juge que telle action d'un autre citoyen lui est nuisible ou contraire à sa liberté personnelle pour qu'il se sente autorisé à en interdire l'action. Mais le rédacteur législatif a probablement été conscient des risques de cette dérive interprétative, de cette phrase nébuleuse. L'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Interprétation possiblement utilisable à des fins arbitraires, et c'est pourquoi il a jugé nécessaire d'ajouter une troisième phrase en guise de conclusion. En guise de conclusion péremptoire à cet article, cette phrase est la suivante. Ces bornes, les bornes, ne peuvent être déterminées que par la loi, coupant court ainsi à tout équivoque. C'est donc la loi seule. C'est la loi seule, c'est-à-dire aussi bien le vote majoritaire d'un groupuscule de 577 personnes que, largement plus souvent, disons dans 90% des cas, la décision unilatérale d'une seule personne, tel un ministre par exemple, ou même encore plus souvent celle d'un simple fonctionnaire, même pas élu, technocrate ou préfet. C'est donc une décision de nature arbitraire qui va décider de limiter la liberté individuelle, comme par exemple le droit d'expression, en dehors de tout cadre constitutionnel contraignant. Nous appliquons donc, en toute logique, un point de pénalité pour imprécision. Il apparaît toutefois que cette sanction de un point de pénalité pour imprécision est bien faible par rapport à l'ampleur de l'infraction démocratique qu'elle sanctionne, et que, pour ce type d'infraction, qui ouvre tout droit à l'arbitraire et qui de ce fait constitue la négation d'une constitution qui est censée protéger le peuple des abus de pouvoir de ses dirigeants, eh bien il conviendrait plutôt d'y opposer un veto, c'est-à-dire de préconiser la suppression pure et simple de cet article, à charge naturellement de le remplacer par un autre article posant un réel principe de liberté, mais dont
L'élaboration d'une rédaction précise n'entre pas dans le cadre de notre propos d'aujourd'hui. Nous qualifierons cette notation supplétive de veto pour aconstitutionnalité, A privatif, signifiant ainsi que l'article concerné n'a, pour ainsi dire, rien à faire dans une vraie constitution. Nous appliquons donc ce veto pour aconstitutionnalité. Oui, alors bon, rapidement, hein, parce qu'effectivement, cet article 4 qui traite de la constitutionnalisation de la liberté, qui s'attaque à ce morceau, où on peut en parler pendant des heures, des jours, des mois, des années. Liberté, droit naturel. Alors, et voir comment est écrit cet article 4. Cet article 4, il commence par dire la liberté, elle, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut pourvu qu'on ne nuise pas. Bon, et ensuite, cette deuxième phrase qui me semble ne pas te gêner, Luc, c'est ainsi l'exercice des droits naturels. Attends, on passe à autre chose là. Bon, les droits naturels, tu dis, ne sont pas définis ici, ils sont définis. Les droits naturels, ils sont définis dans l'article 2, c'est la liberté, la propriété, c'est écrit, l'article 2. Les droits naturels sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Bon, donc, la liberté, qu'est-ce que c'est? C'est un des droits naturels. Allez, ce que dit la DDHC. On ne discute pas sur le bien fondé des droits naturels. La DDHC pose, disons, comme une réalité qu'il y a des droits naturels. Et elle dit que ces droits naturels sont nombreux 4. Liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Et l'article 4, il s'occupe de l'un des 4 droits naturels, il s'occupe de la liberté. Parce que ça lui paraît être quand même valoir un article lui tout seul. Donc, lorsqu'il embraye dans la deuxième phrase, ainsi les droits naturels, c'est pour donner un terme générique. Bon, on parle bien toujours de la liberté, on ne parle que de la liberté là. Bon. Donc, voilà pour la liberté et les droits naturels. Ensuite, tu dis c'est une forfaiture là. La troisième phrase. Mais oui, si tu veux, c'est une forfaiture. Non, c'est surtout une technique. Et c'est une technique reconnue et utilisée. C'est la technique de base de la rédaction de la loi par le système démocratique. Capitalisme croissanciste. Bon, voilà. La DDHC est dépassée. Non, mais dépassée. Il y a une question de ne pas savoir si elle est dépassée. DDHC, est-ce qu'elle fait partie de notre droit ou pas? Bon, elle fait partie de notre droit, oui. Donc, voilà, bon, soit il faut l'abroger. Bon, ouais. Alors, et puis, ben, voilà, c'est. Alors, bon, je terminerai là-dessus. Guillaume dit, finalement, la troisième phrase, ça ne dérange pas forcément, parce que ça dépend qui écrit la loi, le peuple. Oui, mais attention, soit on ne met rien. Alors, la loi, bien entendu, la loi, ce n'est pas la Constitution qui fait la loi. C'est le pouvoir législatif qui fait la loi. Et notamment les lois restrictives de la liberté. La question, c'est de savoir si doit-il y avoir dans la Constitution un principe supérieur à la loi qui va borner la loi. C'est-à-dire qui va dire au pouvoir législatif, attendez, ça, vous n'avez pas le droit de l'écrire. C'est tout, c'est la seule question qui va se poser. Soit il n'y a rien, bon, ben, s'il n'y a rien, très bien, eh ben, c'est le pouvoir législatif et il interdit ce qu'il veut. Il n'a pas donné de justification. J'interdis parce que je suis 577, là j'ai la majorité, j'interdis. Bon. Soit il y a un truc dans la Constitution qui dit attention, au niveau de la liberté individuelle, vous pouvez restreindre la liberté. Alors, elle n'est pas définie, hein. Donc là, il y a aussi un problème pour savoir ce que c'est que la liberté, mais admettons que, bon, vous pouvez définir la liberté individuelle, vous pouvez restreindre la liberté individuelle, mais il faut que vous donniez comme motif que ça nuit. Voilà. Bon, et c'est là que c'est un simili-principe. Parce que ça a l'air d'être si, à la suite de ce qui nuit, il y avait la nuisance, c'est ça, c'est-à-dire un autre principe qui définit un principe de nuisance, à ce moment-là, ce serait OK. Voilà. Or, ce principe n'existe pas. Voilà. D'où, disons, la forfaiture, oui, ou la technique de l'article 4. Voilà.